s'est formé certainement pas par le coût, c'est une évidence, le coût des médicaments, et pas non plus par, par l'offre, pas même par la demande. C'est formé par quelque chose de tout simple qui est spécifique à ce marché, qui s'appelle le besoin. On utilise un indicateur qui s'appelle le coût par le coût par année de vie gagnée, pondéré par la qualité de vie. Alors, le coût par année de vie gagnée, il est 3 fois plus élevé qu'il y a 20 ans. Alors, on pourrait considérer que c'est tout à fait déraisonnable. Sauf qu'aujourd'hui, les années de vie qu'on gagne grâce à un certain nombre d'innovations, c'est vrai des médicaments, mais aussi des techniques diagnostiques d'imagerie, des techniques chirurgicales, etc., on sauve aujourd'hui des années de vie qu'il était inenvisageable, voire inespérable de sauver il y a 20 ans. Donc, comparer le coût par année de vie gagnée aujourd'hui et celui d'il y a 20 ans, certes, il est 3 fois plus élevé, mais ce ne sont pas les mêmes vies. En d'autres termes, parler des courbes classiques, l'offre, le besoin, la demande, etc., comme l'a fait le premier intervenant, à juste raison. Et c'est peut-être valable pour les armements, je n'en sais rien, ou les avions de transport, moins polluants, mais est-ce raisonnable? Le monde de la santé a comme enjeu la vie. Et la vie a une valeur spécifique en tant que telle. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur ce sujet. J'aimerais avoir un commentaire de la part de l'un ou l'autre de nos panélistes. Merci. Alors on va passer aux réponses sur ces premiers thèmes. Je crois que Nicolas Pérez intervenir à la suite de ces premières questions. Oui, je ne voulais pas intervenir, mais quand même. Non, mais parce que je suis très sensible à votre question, et moi je ne travaille pas que sur le secteur de la santé. Sur beaucoup de secteurs. Et ce qui est très significatif, c'est parce que vous avez raison, évidemment, en principe, un économiste, quand il réfléchit à la question du prix, il ne s'intéresse pas à la question du coût, en réalité. Il s'intéresse à la question du rapport entre l'offre et la demande. Et comme le sait chacun d'entre nous, le prix est à l'intersection entre l'offre et la demande. Et peu importe le coût, en réalité. C'est-à-dire souvent qui est très mal compris de nos concitoyens et même des entreprises qui souvent ont tendance à fixer leur prix en prenant comme référence un coût et en essayant d'y ajouter une marge. Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas la façon dont il faut raisonner. Sauf que, je suis désolé, mais ce qui est si spécifique et si intéressant dans le système de santé, c'est que d'une part, la courbe de demande a une forme qui est sans doute une forme extrêmement bizarre et qui n'est pas la forme décroissante traditionnelle, mais surtout, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, pour la plupart des services et des biens en santé, le prix, monsieur, c'est vous qui le fixez. C'est vous qui le fixez sans toujours, justement, parce que vous ne pouvez pas, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ce sont les pouvoirs publics, mais sans toujours prendre en compte ou arriver à prendre en compte les rapports entre l'offre et la demande. Et c'est bien la raison pour laquelle, et moi aussi je suis frappé comme vous, du fait que dans le domaine de la santé, plus encore dans cette question du prix du médicament, on ne parle que des coûts. Et souvent, d'ailleurs, en mobilisant des appareils analytiques qui sont d'une complexité absolument extraordinaire. Parce qu'on essaie de se dire, bien, comment est-ce qu'on amortit la recherche et développement? Est-ce qu'on la comptabilise bien? Est-ce que telle entreprise, oui, bien sûr, elle doit faire des marges, mais en même temps, il faut prendre en compte le fait que cette molécule, elle l'a achetée, etc. Donc il faut peut-être modifier le mode de calcul. Vous n'avez aucun autre type de secteur. Alors peut-être l'armement que je connais mal, et encore, mais vous n'avez aucun autre type de secteur dans lesquels on calcule de cette façon-là. Si on calcule de cette façon-là, c'est parce qu'on est sans doute dans le secteur, l'un des secteurs avec, je ne sais pas, il y en a peut-être 2 ou 3, mais le nucléaire, l'armement, voilà, on est dans l'un des secteurs les plus régulés de toute l'économie, et parce que, au final, quand même, le prix, ça n'est pas un prix de marché. On essaie de s'approcher d'un prix de marché, mais ça n'est pas un prix de marché. Alors pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce qu'on essaie de concilier l'efficacité et l'équité, et donc les pouvoirs publics sont obligés de faire tout un tas d'interventions, et donc ça il faut l'accepter, et ça paraît tout à fait normal. Or ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, ça nous empêche de raisonner comme on le ferait sur le marché des restaurants qui sont sur le boulevard Saint-Germain, et dont le prix, grosso modo, correspond à l'intersection entre la courbe de demande et la courbe d'offre, avec en plus une courbe d'offre qui monte et une courbe de demande qui descend, alors c'est facile. Merci Nicolas. Alors peut-être que Yvonne Aubélé et Pierre Tata ont des choses à ajouter sur cette question de la courbe de demande, et puis il y a la question du besoin, le coût par année de vie gagnée, et puis on n'oublie pas la question des patients. C'est la difficulté, je pense que le prix, c'est vrai qu'en économie, c'est un prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Encore faut-il qu'il y ait une offre et une demande qui puisse équilibrer sur un marché. C'est un petit peu la difficulté. Je vais donner l'exemple de Gilead. Aux États-Unis, c'est quand même un système où les entreprises peuvent faire le tarif qu'elles considèrent comme étant le tarif. Et là, on voit très rapidement la fronde finalement des
bénéfice apporté par le médicament par rapport à la valeur que l'on est prêt à payer pour ce médicament. La vraie difficulté par rapport, si on prend l'exemple des pommes ou des baguettes de pain, la logique économique s'applique bien parce qu'il y a une instantanéité entre le prix qu'on est prêt à payer et le bénéfice qu'on en retire. Dans les médicaments, en fait, on a des logiques qui sont des logiques de long terme, souvent par rapport à l'efficacité d'un traitement, ce qui est plus difficile à calculer en fait en termes d'appétence du client à payer plus ou moins cher par rapport à des offres alternatives. Il y a quand même un biais certain des gens pour minimiser la dépense à court terme, même si l'efficacité des traitements, on voit même si on prend la retraite, si on ne sait pas les gens mettent de l'argent de côté, il n'est pas certain qu'ils mettent de l'argent de côté pour la retraite. Donc c'est la même logique en fait au niveau de la santé. Les gens vont minimiser leurs dépenses, même si l'efficacité du traitement choisi est beaucoup plus faible par rapport au coût effectif, par rapport à l'efficacité. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à intégrer en fait, ce calcul économique, et notamment parce que c'est un problème d'expertise. Est-ce qu'on est capable de savoir l'efficacité d'un médicament? Ça, c'est un vrai défi. C'est le problème de l'expertise. Et dans le domaine de la santé comme dans le domaine de la défense, le consommateur s'appuie sur l'expertise des gens qui ont la maîtrise de l'art. Alors dans la santé, c'est les médecins qui sont là pour choisir l'adéquation du traitement par rapport aux besoins. Dans la défense, ce sont les militaires. Un homme politique, Madame Michu, qui est boulangère à Sucre, qui a été députée, elle n'a aucune notion de savoir ce que c'est que la défense nationale et comment on peut la concevoir. Elle s'appuie sur les expertises des militaires, c'est pareil. Donc cette intermédiation crée aussi une difficulté. Dans la santé, comme disait monsieur, mais dans la défense, c'est pareil. On ne peut pas raisonner dans un cadre purement économique. Peut-être les choix sont faits aussi, et Adam Smith le dit, dans la défense, on peut faire des choix qui sont contradictoires avec la logique économique parce que la sécurité l'emporte sur la logique d'efficacité économique. Adam Smith dit qu'il est contre les mercantilistes, donc il impose des politiques économiques nationalistes, et le premier à promouvoir le développement de l'industrie navale en Angleterre, sachant que s'il n'y a pas de défense de l'Angleterre, il n'y a pas de prospérité en Angleterre. Donc cette logique extra-économique, elle est difficile à intégrer dans une approche purement de marché. J'ai tourné autour de la question de l'airbag. Ce que je disais en fait sur le logique de long terme de l'efficacité de la dépense, dans l'airbag, c'est un intrant pour notre automobile, elle crée un prix donné. Quelque part, normalement, l'acheteur de voiture doit intégrer dans son calcul économique le bénéfice qu'il aura en cas d'accident d'être mieux protégé que s'il n'a pas l'airbag. Mais alors là, c'est un calcul indirect par rapport au coût d'achat de l'airbag lui-même. Juste pour essayer de synthétiser un peu, mais sur cette idée d'abord de démarche quali et donc de voir quel est le coût d'opportunité finalement. Moi je suis entièrement d'accord avec vous. Si on a un coût d'opportunité qui augmente parce qu'on peut faire davantage de choses, parce qu'on est plus productif, qu'on est plus efficace, on a forcément une croissance, c'est sûr. Concernant la demande, alors je fais juste un peu de teasing pour la table ronde d'après, mais la question c'est surtout de savoir qui fait la demande. Qui est la demande? Est-ce que la demande c'est le patient? Est-ce que la demande ce sont les assurances? Est-ce que la demande c'est l'État? Et en fonction de ça, on peut décider plein de marchés différents, mais on aura des résultats qui n'ont rien à voir. La vraie question, si on pense à la France, moi je ne sais même pas vous dessiner le graphique d'offre et de demande. Je ne sais pas à quoi ressemble la demande. Je ne sais pas comment elle est calculée, je ne sais pas qui fait ça. Alors j'essaierai d'ailleurs d'expliquer tout à l'heure pourquoi justement on ne peut pas faire de marché d'offre et de demande, parce qu'il n'y a pas de marché. Donc il y a quand même quelque chose qui est particulier. Et donc ça m'amène à la question sur l'airbag. Ça me paraît deux choses. Alors je veux bien que ce soit une métaphore, mais enfin, c'est tellement loin du coup du problème qu'on voit ici. Un airbag, il n'y a pas de problème pour avoir une offre et une demande. Alors je comprends qu'il y a une idée sur le fait de limiter le risque, mais si vous comparez ça avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le coût d'un médicament, je ne suis pas sûr que si vous fixez un prix faible d'un airbag, vous obligez à produire un airbag à perte, vous avez un effondrement du système. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez quand même quelque chose qui est financé 99,7% en réalité par le privé. Si vous leur dites, écoutez, vous ne gagnez rien, parce que de toute façon la vie n'a pas de prix, je veux bien, mais il va falloir trouver un moyen de convaincre tout le monde suffisamment altruiste sur les marchés pour que les gens acceptent de financer la plateforme. En fait, c'est une critique en fait du code. Donc voilà, c'est ça qu'il faut critiquer, mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir des arguments un peu plus denses que son outil. Et sur les... On a donné des arguments, pardonnez-moi, à M. Bernard a une immense qualité médicale et est indiscutable en termes d'économie qui
ferait bien d'aller peut-être demander à M. Bentata de compléter sa formation. Mais c'est normal, on ne peut pas passer 15 ans à faire des études d'économie, et puis 15 ans à faire des études de médecine, et puis après apprendre la culture italienne, et puis ensuite partir à la retraite parce qu'on aurait atteint 65 ans. Le problème de l'airbag, on a décidé pour limiter le risque à partir du nombre de personnes qui avaient des accidents parfaitement évitables, d'imposer un airbag à tout le monde. Donc on a une quantité de volume pour cet objet, pour cet outil, considérable. Deuxièmement, quand on a demandé à des entreprises de fabriquer un airbag, il n'y avait pas tout qu'en un temps limité, puis ça arrivait à le trouver. Et qu'ensuite il se perfectionnerait, mais très lentement. En matière de recherche en santé, on s'adresse parfois à des populations beaucoup moins nombreuses. Il ne s'agit pas d'administrer tous les médicaments à tout le monde, ça va de soi. Et l'aléa de la recherche est considérable. En fait, ce qu'on paye, ce n'est pas la recherche des médicaments qu'on vend, c'est la recherche des médicaments qu'on ne vend pas. La réalité, c'est absolument ça. Quand on parle de transparence des chiffres, et je ne suis pas sponsorisé par un industriel, j'aimerais bien, c'est pas le cas. La recherche, les chiffres, sauf à imaginer que les bilans de ces entreprises sont intégralement falsifiés, mais leurs chiffres sont publics, puisque toutes ces entreprises aujourd'hui sont cotées et que leurs bilans sont analysés, audités par les plus grandes firmes d'audit et investigués par tous les services de contrôle fiscaux des États où ils sont implantés. Donc, le budget de recherche, ça finance l'activité de recherche pour des produits qui, pour 80% d'entre eux, malheureusement, n'aboutiront pas, parce qu'entre-temps, les espoirs liés à leur imagination, à l'un ou l'autre des étapes de la recherche, n'auront pas donné les résultats escomptés. Et on a vu récemment que quand on lançait un produit en n'étant pas allé jusqu'au bout et avec la rigueur voulue dans les expérimentations, on avait des catastrophes. Donc, ce qu'on paye, encore une fois, ce n'est pas le prix de production, ça va de soi, la plupart de ces produits ont une valeur de production, un coût brut industriel de quelques centaines d'euros. C'est le prix de la recherche pour les produits qu'on malheureusement n'utilisera jamais. Merci. Je vois une question en face. Monsieur, vous voulez prolonger votre question ou... Non, je voulais juste dire que... Et ensuite, on va passer à la question suivante pour avancer. Juste une précision, c'est effectivement ce qu'il demande, c'est les coûts par molécule, hein, c'est pas l'ensemble des coûts de R&D. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, non mais je ne fais pas l'avocat, hein, je dis simplement, l'autre sujet, c'est qu'effectivement, on entend beaucoup d'arguments qui disent que les coûts de la R&D avec le big data, le monitoring, les algorithmes et tout ça, vont considérablement baisser dans les années à venir. D'où cette exigence cette attente de transparence sur la constitution du prix global du médicament. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, est-ce que vous avez des éléments sur cette question du big data, des progrès qui pourraient faire chuter les coûts? Non, je vais plutôt répondre bêtement, parce que cette année, ça a été l'année des catastrophes prévisionnelles pour ma part. Je me suis planté à chaque fois que j'ai fait une prévision sur ce qui allait se passer. Donc, sur tout le monde, mais globalement sur tout ce qui s'est passé. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que grâce au Big Data, on peut avoir une baisse des coûts. Mais je ne peux pas vous le garantir, je n'oserais même pas l'évoquer en vous disant qu'il y a une certaine certitude. Très sincèrement, je ne sais pas, j'espère, parce que ce serait super. Mais je ne peux rien vous dire de plus. En plus, je crois que j'ai un mauvais karma, je me trouve tout en fait. Juste peut-être pour rebondir sur ce que dit monsieur, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision du coût de production d'une seule molécule dans une logique purement comptable, parce que ça voudrait dire qu'on est vraiment très très doué, parce que ça veut dire qu'on a trouvé la bonne molécule du premier coup et qu'on est capable de la développer au coût minimal. Justement, si c'était si évident, il n'y aurait pas de question. On aurait un prix de marché et ça marcherait très bien. C'est cet aléa en fait qui est à prendre en compte. Et en fait, je dirais que le parallèle qu'on peut faire, c'est encore un moment, c'est qu'en très longtemps, on n'a pas eu d'industrie privée dans l'armement. On avait des arsenaux. Même aux États-Unis, il n'y avait pas d'industrie privée. Pourquoi on a fait rentrer l'industrie privée? Parce que les arsenaux sont très bons pour faire ce qu'ils savent faire. Ils ont une gestion comptable très rigoureuse. Donc, ils ne dépensent pas beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas capables non plus d'innover, de créer la diversité. Quel est l'intérêt des économies de marché? Et en fait, on est ici dans un système hybride de régulation et avec l'incitation quand même du capitalisme, si on veut résumer, c'est que ça crée une diversité qui peut créer des solutions, et justement, on ne sait pas quelle est la solution qui peut répondre aux besoins. Donc, on crée cette diversité, et il faut, c'est sanctionner les gens qui ne sont pas innovants et qui bénéficient de systèmes qui sont censés supporter l'innovation. Voilà, ce qu'il faudrait dire, en quelque sorte. Mais on le voit, ces gens
un moment, il y a des solutions alternatives qui se développent et qui viennent se substituer à celles qui existent. Donc, il y a quand même cet avantage. Le retour à la rationalisation, ça peut être une solution à court terme, une solution d'urgence, mais on voit bien, si ça en fait par rapport à des choses qui existent, c'est facile. Les pays en développement qui disent on va imposer, on va supprimer les brevets sur certains médicaments parce que c'est odieux, les prix qu'on peut payer. Eh bien, en fait, la simple menace parfois est efficace. Si vous prenez Gilead, ils vont proposer un médicament à $60 000 aux États-Unis en traitement, ils vont proposer à $1 000 en Égypte. Donc, ils sont aussi l'incitation à la profitabilité et ainsi aussi à l'innovation dans la gestion du marché. Et on voit ici la différenciation qui est notable. On est prêt à sacrifier finalement, à faire des subventions croisées entre les marchés qui peuvent payer et d'autres qui ne peuvent pas. Donc, vous voyez, il y a pas de, mais on n'est pas dans une logique de marché qui soit complètement comme le voudrait la théorie économique. Et c'est le problème. On est à la frontière en fait de l'espace public et l'espace privé. Et ça pose un vrai problème. Comme tu disais, on n'est pas dans une logique purement marché. Quand même sur la question de la transparence, Stéphane Adamo, est-ce que ça peut être, alors je ne sais pas, une meilleure communication, une communication différente des laboratoires pour sortir de cette accusation, ce soupçon d'opacité? Moi, je peux porter un témoignage. Moi, je travaille dans un pays de l'Europe de l'Est, pays en développement. Oui. Et quand je suis transféré là-bas, une des choses qui m'ont frappé le plus, c'était il y a quelques années, c'était retrouver